Mesdames et messieurs, bonjour. Heureuse de vous retrouver une fois de plus pour ce nouveau numéro de Géopolitique internationale sur Afrique Média. Nous parlerons donc en première partie de l'hostilité contre les soldats de l'armée française du côté du Sahel. La force Barkhane peine donc à se faire accepter dans la région. Les populations parlent de complicité avec les groupes djihadistes. Ces dernières remettent donc en question cette présence au regard de la multiplication des attaques terroristes dans les pays du Sahel. On parle bien sûr du Niger, du Mali, du Tchad ou encore du Burkina Faso pour ne citer que ces pays-là. Situation donc très tendue pour la France alors que de nouveaux acteurs tels que la Russie sont sollicités aux côtés des forces armées nationales. Alors comment comprendre ce regain de tension contre la force Barkhane, alors qu'il faut également le mentionner, certains dirigeants tels que Mohamed Bazoum du Niger reconnaissent donc l'apport et l'appui de l'armée française dans la lutte contre le terrorisme. Et puis en seconde partie, on ira du côté de l'Éthiopie. Là-bas, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a appelé mardi les rebelles du Tigré à se rendre aux dernières informations alors qu'il a décidé de se rendre lui-même au front pour diriger les opérations militaires. Le Premier ministre éthiopien et ses troupes ont donc réussi à repousser les rebelles du Tigré alors que ceux-ci étaient donc annoncés seulement à quelques kilomètres de la capitale Addis Abeba. Des informations d'ailleurs démenties par le gouvernement éthiopien qui, à travers son ministère des Affaires étrangères, a accusé le média américain CNN de véhiculer de fausses informations en faveur des rebelles du Tigré. Quid du rôle des États-Unis dans ce conflit du côté de l'Éthiopie? Une fois de plus, mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être au rendez-vous sur Afrique Média. Vous regardez bien sûr Géopolitique internationale. Nous aurons donc deux thématiques centrales. Comme vous l'avez si bien suivi, on va donc en débattre avec nos invités. On va rapidement procéder à la présentation de ces derniers. Michael Garmondi-Egoroff est avec nous aujourd'hui. Bonjour à vous, monsieur, bienvenue. Alors, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. On rappelle que dans le cadre de la dernière partie consacrée à l'actualité géopolitique, avec vous, on parlera de l'inauguration du monument de la gloire du côté de la République centrafricaine, symbole d'une coopération militaire apaisée entre Bangui et Moscou. En tout cas, ce sera l'interrogation. Et puis, Gamal Abina est également avec nous. Bonjour à vous, monsieur, bienvenue. Bonjour et merci pour l'invitation à nouveau. Pour Gamal Abina, on parlera tout à l'heure du sommet Chine-Afrique. Quel enjeu pour le continent africain? Ce sera votre sujet d'analyse. Luc Michel, conflit en Russie, Ukraine. Faut-il craindre une offensive de Moscou d'ici janvier? Ce sera votre sujet d'actualité géopolitique. Bonjour, bienvenue. Bonjour Manuela, bonjour aux collègues et aux téléspectateurs. Je suis heureux de pouvoir s'exprimer sur l'Ukraine puisque vous savez que l'Ukraine, c'est un des grands dossiers dont je m'occupe depuis les années 2014-2015. Luc Michel, on essaie encore de joindre Sébastien Pérémoni qui devrait peut-être certainement nous rejoindre dans quelques minutes. Lui également. Oui, je suis là, Madame Tiquet. Bonjour à tous les auditeurs. C'est juste j'ai un petit temps de retard, mais je suis déjà connecté. Merci pour l'invitation. Connecté avec lui, on parlera de l'Iran qui exige donc un retour irrévocable des États-Unis à l'accord sur le nucléaire. Merci à vous, Sébastien Pérémoni, d'être avec nous ce matin. On va donc aller sans transition parler de la première thématique de ce matin. On va aller du côté du Sahel, comme on l'a dit, les manifestations contre les soldats de la force française, la force Barkhane, qui s'intensifient. Directement, je vais commencer peut-être cette analyse avec vous, Luc Michel. On en a parlé au courant de cette semaine.
semaine. Il y a encore des manifestations qui sont d'ailleurs prévues dans les prochains jours dans ces pays du Sahel. Le Niger également se prépare à de nouvelles manifestations. On a l'impression que finalement le dialogue est rompu entre les manifestants, non seulement la population de ce côté-là, les dirigeants, mais aussi avec la France. Au cycle géopolitique, ce que la France et les États-Unis semblent ne pas vouloir comprendre. Il faut constater quelque chose, c'est que le but de toutes les guerres coloniales, depuis les guerres d'Algérie et du Cameroun dans les années 1950, c'était la conquête des esprits et des cœurs, comme le disaient les généraux français, et ensuite les généraux américains, notamment en Irak, etc. Aujourd'hui, les esprits et les cœurs des jeunes Africains et des masses panafricaines, ils sont perdus pour la France et perdus pour les autres puissances occidentales. Qu'est-ce qui a permis cela? C'est une révolution géopolitique. La géopolitique de 2021, ce n'est plus celle de 2010 ou 2015. En 2015, le grand état-major français avait émis un rapport à destination de l'Élysée. On lui posait la question: comment anticiper les ennemis de la France et de l'Occident au cours des 20 prochaines années? Les généraux français avaient répondu froidement. Il avait dit: ce sera le néo-panafricanisme. Je signale qu'ils ont utilisé ce terme que nous utilisons sur Afrique Média depuis plusieurs années, allié à la Russie. Nous sommes maintenant avec un phénomène géoidéologique. Qu'est-ce que c'est la géoidéologie? C'est lorsqu'un phénomène idéologique a des répercussions géopolitiques. La géoidéologie, elle concerne le panafricanisme. Il y a eu 3 générations du panafricanisme. La première, c'est celle des congrès dans les Antilles aux États-Unis, celle de Dutoit, de Marcus Gravet, etc. La deuxième génération, c'est celle des pères de l'indépendance, Lumumba, Nkrumah, Nasser. La troisième génération, je m'honore d'y avoir participé, c'était celle de Muammar Kadhafi. La quatrième génération, je l'appelle le néo-panafricanisme pour le distinguer des précédentes, c'est la génération d'Afrique Média. C'est-à-dire que contrairement aux 3 premières générations, où le panafricanisme était une affaire de politiciens et d'intellectuels, il y a aujourd'hui des masses populaires considérables, des centaines de millions d'Africains qui soutiennent le néo-panafricanisme. Le deuxième phénomène géopolitique, c'est le retour de la Russie en Afrique. Les Américains disent que la Russie est de retour sur les champs de bataille de la guerre froide. C'était déjà en 2018 l'analyse de Stratford. Les Russes sont arrivés en Afrique dès 2015-2016. Ils ont commencé par soutenir le Burundi au Conseil de sécurité, évitant à ce pays d'être submergé par une révolution de couleur qui a pris dans les autres pays arabes et africains. Ensuite, il y a l'arrivée en Centrafrique fin 2017. Il y a maintenant l'arrivée de la Russie dans 14 pays. La Russie, elle est suivie par une Chine qui pratique aujourd'hui une géopolitique offensive dans les domaines sécuritaires et militaires. Lors du récent sommet la semaine précédente de Dakar, Chine-Afrique, Xi Jinping a expliqué que la Chine allait intervenir dans le domaine sécuritaire contre le djihadisme et le terrorisme, qui est aussi un des ennemis de la Chine. Et enfin, les Russes ont été suivis, étroitement alliés avec l'Iran, l'Iran qui s'implante dans beaucoup de pays africains et surtout dont la marine est alliée maintenant étroitement sur toutes les mers autour de l'Afrique à la marine russe. Voilà donc tout ce qui a changé. Voilà pourquoi les masses panafricaines aujourd'hui, elles ont les moyens de leurs ambitions géopolitiques. Michel, Michael Garmondi, peut-être pour aller dans le même sens que Luc Michel, on verra bien. Alors, on sait effectivement que ces manifestations, du moins contre la présidence française, ne datent pas d'aujourd'hui. Il y a eu plusieurs manifestations dans les années précédentes, même si elles étaient épisodiques. C'est vrai que maintenant, elles s'intensifient. Est-ce justement à cause de l'arrivée de nouveaux acteurs, entre autres la Russie, la nouvelle configuration, on va dire quoi, géopolitique qui a peut-être changé et qui favorise l'intensification de ces manifestations?
Oui, Manuela, moi je rejoins ce qu'a dit Luc juste avant. Je pense que c'est une analyse très juste et très approfondie. Bien sûr, je pense qu'il y a plusieurs éléments qu'il faut prendre en compte aujourd'hui dans ce qui est en train de se passer, dans l'intensification que l'on observe au sein de la jeunesse africaine, au sein des panafricanistes. Évidemment, cela est dû au fait que déjà il y a un ras-le-bol total vis-à-vis de la politique française et plus généralement occidentale sur le continent africain. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, les populations africaines se mobilisent activement et n'ont pas peur. On voit bien qu'il n'y a plus de peur malgré les pressions et souvent même quand on voit aujourd'hui ces manifestations qui se déroulent dans des États qui sont toujours assujettis au système néocolonial occidental, et y compris france-africain, et on voit bien que malgré cela, les gens n'ont pas peur, les gens vont de l'avant, ils haussent la voix et ils ne comptent pas reculer. Je pense que c'est quelque chose qui est vraiment très salutaire et c'est quelque chose qu'on ne peut qu'observer avec admiration, je pense. Et bien sûr, la conjoncture géopolitique a énormément changé. Aujourd'hui, l'Occident, même s'il gesticule et menace tous ceux qui lui font face, mais aujourd'hui, toutes les personnes qui savent analyser et comprendre la conjoncture géopolitique internationale actuelle comprennent qu'aujourd'hui, au vu de la montée en force des acteurs pro-multipolaires, parmi lesquels il y a bien sûr la Russie, la Chine, l'Iran, d'autres nations du monde, y compris de nombreuses nations africaines, bien sûr, cela renforce encore plus la détermination des personnes, des gens, des jeunes, des panafricanistes, des populations africaines, qui disent on ne va pas reculer, on va aller jusqu'au bout et on va faire entendre notre voix. Et c'est ce que nous observons aujourd'hui à différents endroits du continent africain, y compris encore une fois dans des pays qui restent, en tout cas au niveau de leur régime, assujettis à la France-Afrique ou au système néocolonial occidental de façon générale. En tout cas, aujourd'hui, la peur a changé de camp, on le voit parfaitement. De notre côté, je pense qu'il n'y a jamais eu question de peur même. Mais c'est vrai que si l'on compare la période d'aujourd'hui et celle d'il y a 5-6 ans, on n'était pas dans la même conjoncture parce qu'il n'y avait pas une même réalité sur le terrain. Aujourd'hui, la réalité est différente. Et cela est dû, bien sûr, à l'arrivée de nouveaux acteurs, d'anciens nouveaux acteurs, disons comme ça, sur la scène géopolitique africaine. Mais cela est dû, je pense, et cela est très important, aux mobilisations des Africains eux-mêmes, parce que c'est de leur pays qu'il s'agit, c'est de leur continent qu'il s'agit, et le fait que les Africains font entendre leur voix aujourd'hui de façon aussi déterminée, je pense que cela est la meilleure réponse à tous les espoirs néocolonialistes qui rêvent de nous faire retourner à l'ère unipolaire qui n'aura pas lieu. Il n'y aura pas de retour à l'ère unipolaire, et je pense qu'aujourd'hui, cela est plus clair que jamais. Merci Michael Garmondi. Gamal Abina, alors la défiance croissante de la population face à la présence militaire française dans le Sahel, le président Emmanuel Macron alertait encore il y a quelques mois et parlait de sentiments anti-français grandissant justement dans cette région. Alors est-ce que quelque part il n'y a pas également la complicité des dirigeants africains? Non, il n'y a absolument pas la complicité des dirigeants africains. On ne pousse pas des populations à manifester dans 3 pays différents contre un convoi de l'armée française qui circule comme s'il était chez lui. Ça, ce serait extrêmement fantaisiste. On pourrait penser qu'un pays africain, un dirigeant pousserait la population à le faire, mais 3 coups sur coup, c'est qu'il y a un problème fondamental. Luc Michel a rappelé qu'effectivement, il y a un néo-panafricanisme, on appelle ça comme ça, c'est très bien, qui est en train de traverser toute l'Afrique. C'est vrai qu'il faut le rappeler que l'assassinat de Kadhafi en Libye, qui était une façon de stopper cet idéal panafricain, n'a pas pu arrêter ce message qui est passé, parce qu'on peut tuer des hommes, on ne tue pas les idées. Et en vérité, aujourd'hui, lorsque Berkane devient Bakuba et que les Français divisent par 2 leurs forces, c'est qu'ils ont parfaitement conscience qu'ils sont très mal vus, et pour cause. Il suffit de voir le bilan de 8 ans de présence française. Pour quelques djihadistes dans le désert, où vraiment le fait de ne pas pouvoir les réduire par hautement douteux, on se pose des questions de savoir comment il se fait qu'une force aussi puissante que la force française n'est pas en mesure d'en finir avec un djihadisme qui a été éradiqué en Algérie, je le rappelle quand même, hein, c'est pas la même force, eh bien ça interroge. Et ça interroge des populations qui manifestent. Ensuite, est-ce que vous imaginez sérieusement qu'un pays occidental, alors on va faire l'inverse, un pays africain, mettons l'Algérie, pour prendre le plus évident, celui qui a le plus de capacité de mobilité, puisse se déplacer du Portugal à l'Espagne, de l'Espagne à la France, de la France à l'Angleterre ou
ou en Allemagne, comme ça, de 4 pays ou 3 pays, coup sur coup, sans la moindre difficulté, sans être arrêtés, sans être mal vus par les populations, et surtout avec des États qui sont complices, qui acceptent ces migrations de forces militaires d'un pays à l'autre. Ça n'existerait pas. Il y a donc deux aspects qui sont à mettre en avant. Le premier, c'est un caractère clairement néocolonialiste. Ils sont chez eux, ils font ce qu'ils veulent, et les dirigeants n'ont rien à dire. À part le Mali, on sent qu'il y a une expression qui commence à se faire. Sinon, les autres n'ont rien à dire. Ils doivent juste dire « OK, on ». Ensuite, déplacer les forces parce que l'Algérie leur a interdit l'espace aérien, ça dit des choses. C'est un redéploiement qui a été imposé par les circonstances politiques qui sont mauvaises entre la France et l'Algérie. Et puis surtout, c'est une façon de dire aux Africains ce qu'on veut, on est chez nous. Mais ça, c'était la colonisation. On n'est plus du temps colonial. Et effectivement, s'il y a un sentiment anti-français en africain, c'est pas un sentiment qui vient de rien. C'est pas un racisme, c'est pas une volonté de dire on les aime pas s'ils sont méchants, non. S'il y a un sentiment anti-français, c'est qu'il est nourri par plusieurs éléments. D'abord, les terroristes continuent à tuer les populations civiles, ce qui est quand même pas rien. Ensuite, les Français, quand ils se déplacent, tuent aussi des populations civiles, puisqu'il y a eu des tirs au Niger en particulier, où on a compté 3 à 4 morts, on n'a pas le chiffre exact. Mais surtout, les résultats de la France en Afrique sur le plan économique sont nuls, mais clairement nuls. Pas à moitié, mais nuls. Et lorsque la France commence à être un peu inquiétée et qu'on leur dit il va falloir commencer un petit peu à revoir votre politique de présence néocoloniale militaire en Afrique, la réponse des Français, c'est de dire attention, si vous refusez notre présence, on va vous sanctionner économiquement. Déjà que c'était pas grand-chose l'économie française en Afrique, mais ils veulent faire des sanctions. Donc c'est une façon de faire une sorte de chantage où ils jouent la carte du porte-monnaie pour avoir une présence militaire permanente là-bas. Et rappelons quand même que les Français sont extrêmement présents militairement dans plusieurs bases, dans tous ces pays de l'ancienne Afrique australe ou l'Afrique de l'Ouest, bref, un peu partout. Ils ont des présences militaires importantes qui, pour prendre la plus évidente, c'est la base permanente qu'ils ont à Djibouti, qui dit qu'effectivement, la politique de la canonnière, comme on l'appelait à l'époque, n'a toujours pas déserté les esprits des dirigeants français. Donc oui, le sentiment français existe en Afrique, mais il est nourri par une action française. Il ne vient pas de nulle part. Ce ne sont pas les dirigeants qui sont à l'origine de ça. Et ce ne seront jamais les dirigeants. Sébastien Périmoni, on rappelle que le Premier ministre malien, Choguel Kokalai Maïga, avait donc récemment, bien sûr, accusé la France de former des groupes djihadistes. Un discours, Sébastien, qui crédibilise quand même les manifestations du côté du Sahel. Oui, je rejoins ce qu'ont dit d'ailleurs les précédents intervenants. Bonjour à tous. Je pense qu'il y a aussi quelque chose qui n'a pas été soulevé, mais qui aussi a été un changement très important. C'est la crise financière de 2007-2008. C'est-à-dire qu'à l'époque, il faut voir que l'ensemble du système monétaire et financier occidental explose en plein vol, et qu'à ce moment-là, l'hégémonie apparente, le contrôle apparent du système impérialiste occidental en prend un coup très important dans la figure. On se rend compte que cette soi-disant puissance n'est pas si réel que ça. Quelques temps après, si vous voulez, vous avez la Chine, ça a été mentionné, qui initie un nouveau paradigme avec le lancement de l'initiative Une ceinture, une route, les nouvelles routes de la soie, qui propose un nouveau partenariat global, et en particulier aux pays d'Afrique, mais pas seulement. Il faut savoir qu'à ce jour, plus de 140 pays aujourd'hui participent dans cette initiative Une ceinture, une route. Et la réponse, en fait, que l'Occident a menée après cette crise de 2007-2008 a été de faire pire qu'avant, puisque avant on avait le colonialisme, on va dire le colonialisme à la papa. Donc après les indépendances, on avait les amis de la France-Afrique qui étaient au pouvoir pendant 10, 20, 30 ans. Et je pense qu'un des éléments qui a changé aussi qui a permis à la population africaine de se réveiller, entre guillemets, de se lever, de se mobiliser, ça a été les images du bombardement du palais présidentiel en Côte d'Ivoire. Je rappelle qu'en 2011, la France bombarde le palais présidentiel d'un pays africain. Les images font le tour du monde. Donc on voit une nouvelle forme d'impérialisme, dirons-nous, plus direct, quelque part, et plus brutal. Et ça devait être en mars 2011, si j'ai bonne mémoire, enfin courant 2011. Et au même moment, en avril 2011, est lancée l'opération contre Muammar Kadhafi, où là encore, on a une intervention militaire brutale, impériale, directe, pour tuer un chef d'État. Enfin, Gbagbo n'a pas été tué, il a été envoyé à la Cour pénale internationale, qui est une vaste supercherie juridique.
Muammar Kadhafi, lui, est assassiné de manière la plus brutale qui soit. On se rappelle tous des images. Et on voit qu'à ce moment-là, il y a une sorte de déclic quelque part dans les populations africaines, où justement on voit cet impérialisme, je dirais, directement visible et beaucoup plus brutal qu'avant. Et à partir de là, je pense que de plus en plus de mobilisations contre cet impérialisme ont été menées. Et du côté de l'Occident, on est passé d'un néocolonialisme, on va dire, tranquille, à un néocolonialisme beaucoup plus brutal, avec, comme vous le disiez, financement du terrorisme. Je rappelle que la France a soutenu les terroristes en Syrie, que la France a participé à l'invasion de l'Afghanistan sous des faux prétextes, l'Irak. À chaque fois, on a soutenu le mauvais camp pour alimenter le chaos. Donc, je pense que les populations ont petit à petit réalisé en fait cet état de fait, cet impérialisme, et de plus en plus, une prise de conscience a été faite dans les populations africaines, en particulier aussi grâce à des chaînes de télévision comme Afrique Média, hein, qui ont fait beaucoup pour l'éducation populaire sur place, et donc est commencé à naître cet esprit de mobilisation contre l'impérialisme qui amène aujourd'hui la libération de la Centrafrique, du Mali, demain le Burkina Faso et probablement le Niger, il faut le souhaiter, même si le président actuel n'est pas encore tout à fait sur cette ligne-là, l'Éthiopie, on l'a vu, où il y a une réelle prise de conscience de ce nouvel impérialisme qui est beaucoup plus brutal, beaucoup plus vicieux, mais dont les populations ont beaucoup plus conscience aujourd'hui. On va rapidement sortir aussi de cette première thématique avant d'aborder la seconde. Et pour sortir, on va peut-être parler de ce soutien quand même qui est apporté à l'armée française du côté du Sahel, et un soutien apporté par un dirigeant africain. Il s'agit du président Mohamed Bazoum du Niger. Beaucoup sont bien sûr inquiets quant à, on va dire, l'avenir de cette armée, de cette présence française du côté du Sahel. Je refais le tour peut-être avec vous, Sébastien. Et justement, Mohamed Bazoum, lui, applaudit, et du moins, il remercie d'ailleurs la France pour sa présence et dit d'ailleurs que la France a beaucoup participé à sécuriser, à ramener la paix du côté du Sahel. C'est quand même une voix officielle. Alors, est-ce que cela ne pourrait pas porter préjudice à ce combat que mène la population justement de ce côté? En effet, c'est un combat qui va se jouer entre la population. On a vu à la surprise pas générale, mais enfin quand même c'était surprenant que le peuple du Niger commence à se réveiller. Et ce que disait d'ailleurs Monsieur Abina, il avait raison sur l'échec économique de la France-Afrique, où les pays sont sous-développés. Je rappelle que selon l'ONU et l'indice de développement humain, les 14 pays qui sont aujourd'hui sous contrôle du franc CFA sont parmi les 30 pays les plus pauvres du monde. Donc c'est quand même, et le Niger est 189e sur 189. Je crois que bon, il a peut-être été dépassé par l'Afghanistan là, mais je crois que c'est le pays le plus pauvre du monde. Donc ils n'ont pas accès à l'électricité, à l'éducation, à la santé. Donc c'est un échec total. Et en effet, aujourd'hui le président actuel est du côté de la France-Afrique, il faut le dire clairement. Comme l'étaient d'ailleurs les présidents du Mali, du Burkina Faso, de Centrafrique auparavant. Donc il faut espérer justement que la population arrive à faire ce qu'elle a fait au Mali, arrive à faire ce qu'elle a fait en Centrafrique et dans d'autres pays. Mais en effet, aujourd'hui, je pense que M. Bazoum est isolé. Et c'est, je pense, la bonne nouvelle pour la région, c'est que de plus en plus de ces dirigeants qui soutiendront l'intervention française et l'impérialisme français sur le continent africain seront de plus en plus isolés par leur population, et ça, c'est la bonne nouvelle. Le président du Niger, Mohamed Bazoum, reconnaissant envers la France et bien sûr ses sacrifices. Alors, Gamal Abina, est-ce que cela vaut également, est-ce que vous ne pensez pas que Mohamed Bazoum pourrait bien sûr être considéré comme un caillou dans la chaussure dans ce combat? Est-ce que ce n'est pas aussi une déclaration de guerre contre les autres dirigeants
africain. On sait qu'il s'est d'ailleurs exprimé. Il avait d'ailleurs demandé, lorsque la CEDEAO avertissait le dirigeant malien, les dirigeants de la transition, en ce qui concerne la gestion, bien sûr, de cette transition. Mohamed Bazoum également s'était clairement exprimé contre le président de la transition du côté du Mali. Alors, est-ce qu'il a officiellement pris son parti, à votre avis? Il a pris le parti de ce que ceux qui le payent lui disent de prendre. En l'occurrence, Mohamed Bazoum ne représente rien, comme vient de le souligner très justement, et c'est intelligent de le rappeler, Sébastien Perimoni, 189e position en termes de pauvreté, c'est le pays le plus pauvre de la planète, ce qui est quand même un record assez triste quand on sait que c'est un des pays les plus riches en matière de ressources minières, particulièrement concernant évidemment l'uranium, mais pas seulement, il y a beaucoup de ressources là-bas qui existent. Alors oui, c'est une mauvaise plaisanterie qu'un homme qui n'a aucun pouvoir, ni économique, ni politique, ni culturel, ni rien du tout, dans un pays enclavé, donne son avis. Son avis ne compte pour rien. L'avis d'un homme dont le pays a un PIB microscopique de 10 milliards de dollars n'a aucune valeur. En revanche, l'avis de sa population m'intéresserait plus. Mais malheureusement, dans ces petites dictatures nommées par la France, les populations sont rarement, voire jamais consultées. Ils ont toujours tendance, les Français, à faire la paix avec les dictateurs, mais en aucun cas avec les peuples. Et ça, c'est une chose intéressante. Alors non, ça ne compte pas pour deux raisons. La première, parce qu'il ne pèse pas. La seconde, parce que militairement, il est inexistant. Preuve en est, il fait appel aux maîtres français pour venir soi-disant sécuriser son territoire. Et la troisième, parce qu'il n'a même pas le droit de donner le prix, il n'a même pas le droit de négocier le prix de la vente de son produit phare, l'uranium. Quand un homme est incapable d'apporter un minimum de bien-être à sa population, parce qu'il a été nommé par, évidemment, une fois de plus, les dirigeants occidentaux, et qu'en plus, il fait montre d'une obséquiosité absolument pathétique. Était-il nécessaire de sa part de venir remercier des Français dont le résultat, je le rappelle encore à nouveau, pendant 8 ans, a été nul ou quasi nul en matière de maintien de la paix et du contre-terrorisme. Les choses sont très claires. Alors Mohamed Bazoum, il joue sa carte à la fois française, l'obséquieux, et algérienne. Son premier voyage a été pour Alger, parce qu'il cherche des soutiens. Il n'a donc pas voix à la parole, n'influencera personne et n'aura aucun, contrairement aux nouveaux dirigeants maliens qui ont au moins pour eux une popularité, lui n'a même pas le bénéfice de cela. Mais ce qui traduit beaucoup la situation, c'est que malheureusement, si on connaît bien la France-Afrique et le réseau FOCAR, laissé par feu général de Gaulle qui avait bien travaillé sa mamie sur l'Afrique subsaharienne, on se rend bien compte que aujourd'hui, puisque les Français n'ont plus d'influence politique sérieuse dans la région, ils sont détestés par les populations pour des raisons qu'on connaît parfaitement aujourd'hui, on se rend bien compte qu'ils ont utilisé un autre moyen pour pouvoir rester dans la région. Et le meilleur moyen que les Américains avaient d'ailleurs parfaitement créé au départ, c'est le terrorisme, ce fameux axe du mal, ces pays terroristes et ces organisations terroristes qui seraient supranationales, qui seraient du jour au lendemain, qui montreraient leur présence dans des zones dans lesquelles ils n'ont rien à faire. Et là, effectivement, parce qu'il y a un petit peu de musulmans dans la région, eh bien, on utilise la carte de l'islam. Mais en vérité, et c'est la seule chose qu'il faille reconnaître, c'est que ces présidents qui ne sont que des marionnettes, ou qui sont des présidents peureux, tout simplement, Bazoum est un peureux, c'est pas une marionnette. C'est à la fois une marionnette, mais un peureux surtout, ne prendront pas le risque de s'opposer à ceux qui décident dans leur pays, à savoir les Français. Et j'ai envie de dire que sa voix, qui ne compte pas pour grand-chose, ne peut pas être confronté aux millions de personnes qui font entendre leur voix dans la rue et qui sont opposées à cette présence néocoloniale. Le néocolonialisme français a fait du mal non seulement à l'Afrique, ça c'est évident, mais en plus commence à faire du mal à l'image de la France à travers le monde. Donc qu'ils disent oui ou non que ce soit un pantin articulé par les Français n'aura aucun impact. Ce qui aura un impact, c'est effectivement que les Africains prennent enfin pour eux le choix de leurs partenaires. Et je vais rappeler une chose qui va faire très très mal aux néocolonialistes français. L'Afrique néocoloniale française n'a jamais bénéficié du moindre, je précise bien, de pas la moindre trace de transfert de compétences de la part de la France coloniale ou néocoloniale vis-à-vis de ces régions. Il n'y a pas un clou fabriqué par une usine en Afrique que les Français auraient donné en possibilité de pouvoir s'émanciper. Ils ne sont pas capables de fabriquer de voitures, il n'y a pas d'usine, il n'y a rien. Parce que l'objectif des Français, c'est de vendre la ferraille française fabriquée en France vers l'Afrique. Donc l'objectif, c'est le néocolonialisme économique en plus d'une présence militaire. Donc deux choses. La première, le jour où les Français donneront des leçons, c'est le jour où ils feront comme les Chinois, ils feront des transferts de compétences et feront des investissements structurants, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et deuxième chose, le jour où ils retireront la force militaire parce qu'elles n'ont rien à faire en Afrique. Et ça, c'est catégorique. Gamal Abina, Michael Garmondi, alors la position du Niger n'est
pas inquiétante, vous également pour vous? Est-ce que vous pensez qu'il ne faudrait pas s'inquiéter lorsqu'on sait quand même que le Niger occupe une position stratégique, surtout dans la zone des trois frontières, et que la présence militaire française est assez forte de ce côté-là? Oui, vous savez, c'est sûr qu'aujourd'hui, le système de la France-Afrique mise beaucoup sur le Niger, vraiment beaucoup, notamment dans le cas des événements qu'on est en train d'observer au Mali depuis les derniers mois. Moi, il y a deux éléments que j'aimerais dire en commentant les actions et les déclarations d'un personnage comme Bazoum. Premièrement, on voit parfaitement l'écart, l'énorme écart qui existe entre les pantins de la France-Afrique, comme lui, avec sa population, avec les populations africaines, avec les populations des pays à la tête desquels se trouvent des pantins de la France-Afrique. Et je pense, je dirais même plus, que tout à l'heure ça a été mentionné par M. Périmoni, si je ne me trompe pas, en tout cas ça a été abordé, que les morts du Niger, parmi les manifestants, on parle de 4 personnes, mais on n'a pas effectivement des chiffres exacts, sont sur la conscience de soi-disant dirigeants comme Bazoum. Ils ne sont pas seulement sur la conscience des militaires français qui ont tiré, en pur néocolonialiste, mais également sur la conscience des pantins qui n'ont que faire de leurs citoyens qui se font tirer par une armée étrangère néocolonialiste. Ça, je pense que c'est très important. Et ça confirme l'énorme écart qui existe aujourd'hui entre ces dirigeants pantins du système de la France-Afrique et plus généralement du néocolonialisme occidental avec leurs populations respectives. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément qui est très important à mentionner, M. Périmoni tout à l'heure l'a dit, d'ailleurs je rejoins parfaitement ce qui a été dit par M. Périmoni et M. Abina, c'est qu'aujourd'hui, ils sont dans l'isolation. Parce que vous savez que lorsque les événements au Mali ont commencé à prendre une ampleur inquiétante pour l'Élysée, ils ont activement mobilisé les pantins qui sont à leur disposition, donc que ce soit le Niger, la Côte d'Ivoire, enfin tous les États à la tête desquels se trouvent des sous-traitants du système France-africain, pour justement faire en sorte de donner une impression d'isolation du Mali. C'était d'ailleurs le message, c'était très clair, c'est-à-dire qu'il y avait une mobilisation soi-disant régionale, même si on sait parfaitement qui tirait les ficelles, pour donner une impression que le Mali, les dirigeants maliens, le leadership malien, la population malienne se retrouveraient isolés face à cette mobilisation régionale. Et aujourd'hui, avec cette mobilisation impressionnante dans les pays qui ont été mis à contribution par le système France-africain, on voit bien parfaitement, effectivement, comme l'a bien souligné M. Périmoni, que c'est eux qui sont isolés. Ils ont beau se mobiliser, les Bazoum, les Ouattara, et rencontrer les M. Macron, les Le Drian et tout ça, mais on voit bien qu'au final, sur le terrain, c'est eux qui sont isolés parce que leur population les rejette. Et les populations concernées ne veulent plus de ce paradigme néocolonialiste, même si leurs dirigeants respectifs continuent à appliquer ce schéma purement néocolonialiste sous l'ordre de l'Élysée. Donc ça, c'est le deuxième élément que j'aurais aimé souligner, mais en tout cas, je pense que cela est très révélateur du bouleversement qu'on a observé et qu'on continue d'observer au niveau de l'Afrique et notamment dans la région du Sahel. Je pense que, en tout cas, ce qui est évident aujourd'hui, c'est que le système france-africain est plus que jamais en difficulté. Il est en train de faire face à une chute vertigineuse de sa capacité de nuisance, et je pense que cette chute ne fera que s'accélérer, d'autant plus que les dirigeants france-africains, et là je parle des dirigeants français, parce que les sous-traitants, ça reste des sous-traitants, mais les dirigeants élyséens sont complètement incapables de faire un minimum d'adaptation dans la situation actuelle, de faire un minimum de mea culpa, de comprendre qu'ils ne sont plus capables de maintenir ce schéma néocolonialiste, de demander pardon aussi aux populations concernées. Ils n'en sont pas capables. S'ils en étaient capables, je pense qu'ils auraient pu, si on peut dire, garder un minimum d'influence en commençant à respecter la souveraineté des États concernés. Mais vu leur extrême arrogance et leur comportement et cet aveuglement dans la poursuite de leurs actions en vue de maintenir ce système néocolonialiste qui est le leur, je pense qu'ils sont voués à poursuivre, ils sont voués à l'échec, et la chute vertigineuse de leur influence au niveau régional et plus généralement continental ne fera que s'accélérer, j'en suis
complètement convaincu. Alors, Luc Michel, on va bien sûr sortir avec vous sur cette question, votre réaction, analyse, après le soutien apporté par le Niger à la présence militaire française. Tout d'abord, il faut expliquer ce qu'est géopolitiquement le Niger. Tout d'abord, le président Bazoum, c'est lui-même une marionnette de l'ancien président Issoufou. Lorsque celui-là n'a pas pu faire un troisième mandat parce qu'il est prisonnier de l'agenda occidental, américain et français, il a mis un homme de paille à la présidence. Qui c'est Bazoum? C'est un ancien chef de guerre au Tchad, un chef de groupe armé terroriste. Aujourd'hui, le Niger, ce n'est pas la base principale de l'impérialisme français. C'est la base principale de l'impérialisme américain en Afrique. C'est le pays que l'Africain a choisi pour établir la tête de pont de l'américanisation de la guerre du Sahel. Les Américains y ont amené l'OTAN. Il y a eu des bases françaises, il y a une base américaine, il y a une base de la Bundeswehr, Mme Merkel, il y a une base espagnole. C'est au Niger qu'est menée la fameuse guerre des drones américaines qui fait tant de massacres dans les populations, notamment au Mali, comme elle en a fait hier en Afghanistan et au Pakistan. Voilà donc ce qu'il faut savoir. Bazoum, c'est une triple marionnette. C'est une marionnette de l'ancien président Issoufou. C'est une marionnette des Français qui sont en perte de vitesse, parmi lesquels il doit se faire bien voir. Et c'est une marionnette de l'impérialisme occidental et américain. Maintenant, il faut comprendre que l'impérialisme occidental et néocolonialisme, il est possible parce qu'il y a la cinquième colonne africaine. Il faut rappeler qu'est-ce que c'est la cinquième colonne. Nous sommes en 1936. Il y a un coup d'État fasciste en Espagne du général Franco et il y a 4 colonnes militaires qui tentent de s'emparer de Madrid. Il convoque la presse et il dit, mais en fait, nous avons une 5e colonne, elle est à l'intérieur de la ville et elle va nous la livrer. C'est de là que vient l'expression. Aujourd'hui, la 5e colonne africaine, elle est organisée par les anciennes puissances coloniales, le Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères belge dans la région des Grands Lacs, l'Espagne contre la Guinée équatoriale ou le Portugal dans les anciens pays de l'Empire portugais. Mais il y a également les réseaux de Georges Soros qui ont structuré des ONG, des médias et une classe politique africaine au service de l'impérialisme. Le State Department américain a fait la même chose, en particulier en liant des liens avec les régimes pro-américains en Afrique, en les amenant parfois au pouvoir. Par exemple, Mohamed Bouhari, il a été amené au pouvoir dans les années 80 par un coup d'État de la CIA, et depuis, il n'a jamais rompu les liens avec l'impérialisme américain. Et enfin, nous avons donc une classe de dirigeants au plus haut niveau, l'Union africaine, la CEDEAO, l'Union des Grands Lacs, etc., tous ces organismes étant dans les mains des Américains. En particulier l'Atlantic Council, qui est le think tank américain qui dirige la politique américaine en Afrique depuis 4 présidents, Bush II, Obama, Trump et Biden. Il a fait une classe politique qui est membre du think tank. Il y a des gens comme Félix Tshisekedi au Congo et à l'Union africaine, ou des gens comme Abdallah Hamdok, le Premier ministre déchu qui vient d'être renversé, pro-américain, donc au Soudan. Voilà ce qu'il faut savoir. Mais il faut remonter plus loin pour comprendre. Tout est dans un livre fondamental de Lénine qui s'appelle L'impérialisme, table ultime du capitalisme. Lénine explique comment l'impérialisme au XIXe siècle a été possible en utilisant des classes politiques dirigeantes africaines. Celles-ci ont abandonné le contrôle des affaires pour avoir une illusion du pouvoir. C'est ce qu'il appelle les compradors. Les compradors, qu'est-ce que c'est? C'est un terme portugais. C'est la bourgeoisie chinoise de Macao qui a abdiqué dans les mains des Portugais. Les Portugais ont le pouvoir économique et militaire, mais les compradors officiellement dirigent toujours la colonie. C'est ce système qui est à la tête de la France-Afrique. Foccart, qu'est-ce qu'il garantit dans la France-Afrique? Il garantit le maintien des présidents pro-français au pouvoir, le renversement
des présidents anti-français et il garantit un train de corruption gigantesque et insoupçonné qui aujourd'hui n'est pas du tout en voie de réduction, au contraire. Eh bien, c'est cela qui est le système actuellement comme il marche, mais c'était un système qui existait déjà avant le 19e siècle. Lorsque les Portugais arrivent en Afrique, et puis les Espagnols, les Anglais, les Français, ils s'appuient pour coloniser la France sur des chefs coutumiers, sur des dirigeants africains. Par exemple, le roi Léopold II, lorsqu'il s'empare à titre privé, c'est pas la Belgique qui a conquis le Congo, c'est Léopold II à titre privé. Il a une armée privée qu'on appelle la force publique. Elle est constituée de moins de 500 officiers et sous-officiers belges. Ce sont des bouchers néocoloniaux. Mais les troupes, elles sont constituées de soldats africains. Léopold II va les chercher aux frontières de l'Angola et il les amène dans la région de Kinshasa et du Kivu et du Katanga. Ils ne parlent pas la langue, ils détestent les populations locales et donc ils sont utilisés pour conquérir le Congo. C'est à ça encore que des gens comme Mohamed Bazoum, comme Issoufou, comme Alassane Ouattara, Félix Tshisekedi et compagnie, c'est à cela qu'ils servent. Ils ont l'illusion d'être des présidents, mais ce sont des présidents de paille. Ils sont renversables à volonté. On en a encore un exemple d'ailleurs en Guinée Conakry. Vous savez que lorsqu'il arrive au pouvoir en 2010, Alpha Condé, c'est un président pro-occidental. Il a comme conseiller privé le fameux Georges Soros. Mais rapidement, c'est un nationaliste, il se rend compte que son pays est exploité et colonisé. Et il effectue en quelques années un retournement géopolitique. Il se tourne vers la Chine, la Russie. On commence par lui imposer lors de la dernière présidentielle une révolution de couleur. Et lorsqu'elle échoue, eh bien, il y a le coup d'État du colonel Doumbouya, qui est un de ses officiers compradors formés aux États-Unis. C'est l'officier de liaison de l'Africom avec l'armée guinéenne. C'est aussi un ancien légionnaire. Doumbouya, il appartient à cette 5e colonne qui remet un président, donc, qui destitue un président africain pour le remplacer par une marionnette de la France. C'est la même chose qui se passe dans les pays anglo-saxons, dans la dépendance de Londres. C'est la même chose qui se passe dans les pays qui ont choisi la domination américaine directe. C'est la même chose qui se passe dans les anciens pays, belges, espagnols, etc., ou italiens. Les Italiens sont de retour. C'est pour ça que je suis toujours fâché quand on les cite, évidemment, comme exemple à l'Afrique. L'Italie, qui avait été chassée par Kadhafi en 1969, elle est de retour aujourd'hui, aussi bien en Libye qu'en Somalie. Voilà ce qu'il faut savoir. Il faut mettre un terme à ce néocolonialisme. La première chose à faire, évidemment, c'est assurer la sécurité. Ça, c'est ce qui se passe avec la Russie. Mais la deuxième partie, les populations africaines l'ont bien compris, c'est de renverser cette bourgeoisie comprador. Merci à vous, Luc Michel. Eh bien, voilà, on referme donc cette première partie, du moins interrogation. On prend la transition pour aborder la seconde.